Alors, nous, on agit dans un registre complètement différent. Je suis un diplomate à la retraite et un jeune diplomate, Louis Racine, incarne la nouvelle génération au Quai d'Orsay. Il est en charge des dossiers du Moyen-Orient. Et dans ce lieu inspiré, j'ai une assez mauvaise nouvelle pour commencer. Je vais vous présenter le cadre géostratégique et Louis va vous présenter le rôle de la France dans ce cadre géostratégique. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous arrivons au terme d'une aventure fantastique de 4 siècles de domination du monde par l'Occident. Ça a commencé avec les grandes découvertes et c'est en train de s'achever. Pourquoi? On a eu un pic, un moment exceptionnel, c'est la décennie qui a suivi la fin de l'Empire soviétique. Et à ce moment-là, le monde était unipolaire, il y avait l'hyperpuissance américaine, l'économie de marché régnait en maître, et donc, comme disait un grand américain, c'était d'une certaine façon la fin de l'histoire. Ben, pas du tout. Très vite, il y a eu 2 craquements sinistres dans cet ordre occidental. Le premier, ça a été naturellement les attaques du 11 septembre 2001 qui ont débouché sur 2 guerres, la guerre en Afghanistan puis la guerre en Irak, qui ont essentiellement montré les limites de la puissance américaine pour régler les problèmes du monde. Et le deuxième craquement sinistre, ça a été naturellement la crise financière en 2007-2008, qui a eu des effets dans le monde entier, avec des conséquences sur nos sociétés dont on voit encore la marque profonde. Et ça a eu un impact dans les puissances émergentes qui ont dit oui, on continue avec la globalisation, oui, on continue avec la modernisation, mais non, on ne veut pas de l'occidentalisation. Et ça, on l'avait vu déjà avec l'Iran de Khomeini, mais ça s'est répandu avec naturellement la Russie de Poutine, qui veut recréer l'empire de Catherine II. On le voit avec Erdogan en Turquie, qui veut revenir à l'époque ottomane. Et on le voit aussi en Inde avec Modi et bien sûr en Chine avec Xi Jinping. Et donc cette volonté d'affirmation des valeurs nationales est une première encoche à l'ordre occidental. La deuxième, elle est venue des États-Unis. Ça a commencé non pas avec Trump, mais avec Obama. Une volonté de désengagement relatif des affaires du monde à la suite de ces 2 guerres décevantes que je décrivais. Et puis ça s'est accentué naturellement de façon presque caricaturale avec l'élection de Trump. Mais Trump n'est pas une anomalie. Trump est le retour à l'idée de la forteresse Amérique. Je rappelle que les États-Unis ne sont rentrés dans la Première Guerre mondiale qu'en 1917. Dans la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, après le bombardement de Pearl Harbor. Et donc, c'est une tendance lourde qui existe aux États-Unis et qui a été accentuée par la montée du populisme. Eux aussi disent non à l'immigration. La majorité blanche est en train de devenir une minorité face à toutes les minorités additionnées de cette nation-monde. Et donc, il y a un malaise qu'on voit très bien en Europe aussi. Or, Trump a une méthode très particulière liée à sa carrière. La négociation, c'est un zero-sum game. Il y a un gagnant, un perdant. Et comme dans cette loi de la jungle qu'il veut, l'Amérique est le gorille de 200 kilos, il dit, moi, je ne veux plus des organisations internationales. Elles fixent des règles dont j'ai horreur. Et donc, il se retire de l'accord de Paris sur le climat, de l'accord sur l'Iran, du Trans-Pacific Partnership, il critique l'OTAN, il hait le G7. Bref, chère à Anne, on était l'un après l'autre des Sherpas.
Et on adore ces institutions, ben lui, il les hait. Et donc, il veut que la forteresse Amérique négocie la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et il n'a pas vu venir le gorille de 300 kilos qui est la Chine. Or, la Chine, elle, a une vision complètement différente de l'ordre mondial. Pourquoi ? Parce qu'elle se voit comme la civilisation. Et la Chine est entourée, depuis toujours dans sa tête, de la tête de 1,4 milliard de Chinois, de royaumes barbares, dont le rôle est d'envoyer des émissaires à la cour de l'empereur, aujourd'hui Xi Jinping, payer tribut, faire coteau et repartir illuminés par la sagesse chinoise. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le monde d'aujourd'hui ? C'est assez simple. Ils ont un projet One Belt, One Road. Pour comprendre ce que ça veut dire pour un occidental, il faut que vous vous rappeliez ce qu'était l'Empire romain. Toutes les routes menaient à Rome. Eh bien, dans la tête d'1,4 milliard de Chinois, toutes les routes doivent mener à la Chine. Ils ont une conception qui n'a rien à voir avec l'égalité souveraine des États à l'occidental. Ils ont en tête la suzeraineté chinoise parce qu'ils incarnent la grande civilisation, la seule, la vraie, l'unique. Et il faut donc qu'elle soit reconnue comme telle par les vassaux, l'environnement et puis peu à peu le monde entier. Et ils sont décidés à se doter des moyens pour y arriver. Alors en l'absence des États-Unis, qu'est-ce qui reste pour incarner nos valeurs ? L'Europe, bien sûr. Ah ben, pas de chance, ce n'est pas le bon moment pour demander à l'Europe de s'engager. Parce que l'Europe, elle est confrontée, elle aussi, à cette montée du populisme. Elle est confrontée au Brexit. Elle est confrontée à des gouvernements qui sont un peu en panne. Alors, grâce au ciel, nous avons Macron, mais en ce moment, il est un peu seul sur la scène européenne. Et donc, je passe la parole à Louis. Louis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Merci du cadeau. Non. Alors, dans ce cadre, dans ce panorama plein de tensions, plein de risques et de menaces, quelle place pour la France ? Et quelle place pour la France quand on la regarde depuis la soute du navire qu'est le Quai d'Orsay ? Moi, je verrais trois grands axes. Je vais commencer par la facilité, et puis ensuite j'irai un petit peu vers ce qui est peut-être plus vers nous. Quel travail on doit mener sur nous-mêmes. Le premier enjeu, le premier axe que je voudrais développer, c'est évidemment la question de la sécurité. Ce monde, tel que l'a décrit M. Lévite, c'est un monde en plein bouleversement, soumis à une accélération considérable. On a parlé du numérique, on a parlé à un niveau des entreprises, des effets considérables de disruption sur quelques personnes, mais là, c'est des sociétés entières. C'est un ordre qui se bouleverse. Et un des premiers enjeux que nous avons, c'est l'enjeu de la défense, l'enjeu de la sécurité. Aujourd'hui, la France, elle est dans un environnement qui est particulièrement dégradé. Quand on regarde à l'Est, on voit la Russie avec ses velléités de revenir à une politique de grande puissance, de nostalgie vis-à-vis de la puissance soviétique, et on le voit avec les ingérences dans certaines élections, on le voit avec une stabilité instable que l'on voit en Ukraine, on le voit avec toute une série de tentatives de mettre en place des leviers, notamment sur le gaz par exemple, mais on le voit aussi au sud. Au sud, la Méditerranée, finalement, n'est plus cette mer qui nous séparait du continent africain. C'est aujourd'hui une véritable interface et qui nous met directement en contact avec deux zones de crise considérables. D'abord le Proche-Orient, avec la crise syrienne, ces millions de déplacés et de réfugiés, mais aussi tout cet espace entre l'Afrique du Nord et le Sahel, qui est partagé par des États très faibles, des mouvements importants de trafic, c'est le point important, et des espaces qui ne sont pas stabilisés, je pense en particulier à la Libye. Alors, face à ce premier défi, qui est un défi de la sécurité,
qui nous impactent directement, puisque les attentats de 2015 en France, mais aussi dans d'autres pays européens, les questions d'ingérence, les questions politiques que soulèvent les mouvements de population, les questions de sécurité, tout cela, ça appelle une réponse. Et les outils que nous avons à disposition, des outils traditionnels, ils sont en général deux. Il y a la diplomatie et l'outil militaire. L'outil militaire, ce qu'on a vu avec l'Afghanistan en particulier, mais aussi avec la malheureuse expérience américaine en Irak, c'est que l'outil militaire tout seul, ça ne suffit pas, mais en même temps, il est essentiel pour répondre à l'urgence. On l'a vu au Sahel, au Mali, on l'a vu en Syrie ou en Irak contre Daesh. C'était essentiel, il fallait répondre à l'urgence, à une demande, à une menace immédiate, mais malheureusement, on le voit aujourd'hui, cet outil militaire, il ne peut rien tout seul, il faut en sortir. Il n'y a jamais de solution militaire, et c'est là qu'intervient évidemment la diplomatie. La diplomatie, elle est essentielle, là encore, pour sortir par le haut des crises et transformer des espaces où il y a eu conflit en espaces de dialogue, puis d'accord, puis de ce mot que j'aime bien en espagnol, de convivencia, même si c'est quelque chose et une optique souvent lointaine et difficile à construire, c'est un combat de tous les jours. Mais là encore une fois, on le voit, par exemple, avec l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, que les tentatives qui ont été mises en place pour régler diplomatiquement des problèmes capitaux pour notre sécurité, la sécurité de nos voisins, la sécurité et la stabilité d'une région aussi instable et aussi sensible que le Proche-Orient, sont toujours à la merci d'un des acteurs principaux, en l'occurrence ici les États-Unis, qui décident de se retirer de l'accord de Vienne. Donc tout l'enjeu ici, c'est de maintenir ce dispositif qui permet de contrôler la capacité de l'Iran à développer une capacité nucléaire militaire, mais aussi à essayer de l'amener à jouer un rôle plus positif, plus constructif dans les crises qui aujourd'hui secouent la région. Je pense en particulier à la Syrie, au Yémen ou à l'Irak. Mais la diplomatie ne suffit pas. Il y a aussi un enjeu capital, et ça, on le voit au Sahel en particulier, mais pas uniquement, puisque la question va se reposer avec la façon dont on conclut, dont on sort de la crise au Proche-Orient et en Irak, avec la question de la reconstruction, avec la question du développement. Comment fait-on pour traiter à la racine, et non pas dans l'urgence, les grands soubresauts, les grands enjeux sociaux, économiques, politiques qui traversent notre environnement immédiat. Et ça, je ne parle juste de notre environnement immédiat, je ne parle pas de notre environnement plus lointain, où évidemment, que ce soit aux Amériques, dans l'océan Indien, ou dans le Pacifique, ou en Asie, où les enjeux sont eux aussi très importants. Mais là, je me focalise sur notre voisinage immédiat. Ça, c'est le premier enjeu que je voulais montrer et qui est aujourd'hui au cœur de notre action. Comment combiner à la fois tous ces outils, l'outil diplomatique, l'outil militaire et aussi l'outil de la diplomatie pour réussir à vivre ensemble, à créer un environnement favorable au commerce, à la démocratie et au développement humain. Le deuxième axe clé, et je pense que face à l'urgence, on l'oublie trop souvent, ou on le considère quelquefois comme trop lointain pour être affecté, c'est un enjeu pour l'humanité, c'est un enjeu civilisationnel, c'est l'enjeu à la fois du climat et l'enjeu de la société ouverte. J'ai commencé par la sécurité, c'était le plus facile, le plus rapide, mais c'est vrai que la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat est un réveil pour nous montrer que, en réalité, la question environnementale, elle ne se règle pas seulement dans des sommets
à travers des accords, mais elle se règle au quotidien, elle se règle en associant le plus de monde possible pour créer une véritable dynamique et pour sortir de la voie de l'ornière dans laquelle il semblerait que nous sommes engagés, qui est l'ornière de louper totalement le coche des 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon du siècle et à se retrouver dans une planète invivable ou, si elle n'est pas invivable, dans une situation très difficile et avec des défis considérables. L'autre enjeu civilisationnel, au-delà du climat, c'est évidemment l'enjeu de la société ouverte et de la démocratie. Ce qu'on a vu avec la montée des populismes, avec les questions de disruption que l'on a pu voir, avec toutes ces menaces, c'est que les valeurs, les idées, le socle avec lequel nous nous sommes construits et nous avons pensé notre monde, est aujourd'hui totalement remis en cause et aujourd'hui ne va plus de soi, y compris au sein de notre propre société. Et ça, ce point, la diplomatie, évidemment, elle est ici comme interface avec un monde extérieur. Mais cet enjeu civilisationnel, cette défense de nos valeurs, elle doit rester toujours une boussole. Alors évidemment, je ne suis pas un idéaliste qui ne veut pas parler avec tous les méchants de ce monde, mais il y a un besoin de réalisme, mais il y a aussi un besoin d'avoir toujours en tête ces valeurs avec lesquelles nous sommes construits et que nous avons toujours à défendre parce que ce sont les valeurs qui nous font vivre. Et puis je voudrais conclure, après cet enjeu civilisationnel très rapide, je voudrais conclure sur un enjeu très pratique pour une diplomatie. C'est une diplomatie pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avoir une voix qui porte, il faut qu'elle puisse avoir les moyens de ses ambitions. Et le problème aujourd'hui, c'est que la mondialisation, la crise financière en particulier, la crise de l'Union européenne fait qu'aujourd'hui, ce qui devait en Europe constituer une sorte de tremplin pour notre prospérité et pour le développement de nos sociétés et de notre influence dans tous les domaines, est aujourd'hui plus conçu comme un corset, plus perçu comme un corset, que comme cette piste pour avancer. Et là, il y a tout l'enjeu qui va arriver l'année prochaine, qui est l'enjeu des élections européennes, où il s'agira pour la France, avec un certain nombre de partenaires européens, de trouver l'alliance, de trouver la combinaison qui va lui permettre de redynamiser, de relancer cet élan européen qui est aujourd'hui vital pour nous faire sortir de cette confrontation des zones d'influence entre la Russie, les États-Unis, la Chine et d'autres qui cherchent évidemment à s'imposer. Et puis enfin, je voudrais juste conclure sur la nécessité d'avoir, au-delà de la croissance, de continuer d'être en accord avec nous-mêmes. Bon, là, c'est le diplomate comme acteur dans la cité, avoir une voix, apporter nos expériences de diversité, de rencontre avec l'autre, pour permettre à notre société, qui est confrontée à des changements considérables là aussi, de mieux voir et aussi de mieux répondre aux questions qui se posent à elle aujourd'hui. Je vous remercie.